Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. De l'idéolatrie. 1. Du reflet, de l'illusion et de l'innocence. Toute l'idéologie allemande s'organise autour de la critique d'un rapport illusoire de la jeune philosophie allemande à l'illusion, idéologie. Plus précisément, elle s'annonce comme la critique réaliste d'un rapport illusoirement critique de la nouvelle philosophie, à l'idéologie définie dans son être comme production d'idées fausses sur le monde, et pensée, faussement, comme production du monde par des idées fausses illusoires. Ainsi commence la préface du texte, préface dont le jeu liminaire est de suivre le mouvement ordonné d'une double dénonciation. D'abord mimant la dénonciation par la jeune philosophie allemande de l'illusion idéologique en général, puis dénonçant à son tour cette dénonciation comme n'étant elle-même qu'illusion sur l'illusion, donc idéologie. Par un effet rhétorique très concerté, dans lequel on percevra aussi l'indice formel du retournement, remise sur ses pieds de ce qui se présentait la tête en bas, requis par le renversement même qui caractérise le rapport entre l'idéologique et le réel dans la métaphore ultérieure de la chambre noire, le texte présente d'entrée de jeu, avant de la retourner, la théorie critique des jeunes hegéliens. Jusqu'à présent, les hommes se sont toujours fait des idées fausses, falsche Vorstellungen, sur eux-mêmes, sur ce qu'ils sont ou devraient être. Ils ont organisé leur rapport en fonction des représentations, Vorstellungen, qu'ils se faisaient de Dieu, de l'homme normal, etc. Ces produits de leur cerveau ont grandi jusqu'à les dominer de toute leur hauteur. Créateurs, ils se sont inclinés devant leur propre création. Libérons-les donc des chimères, des idées, idènes, des dogmes, des êtres imaginaires sous le joug desquels ils s'étiolent. Révoltons-nous contre la domination de ces idées, Gedanken. Apprenons aux hommes à échanger ces illusions, Einbildungen contre des pensées Gedanken correspondant à l'essence de l'homme, dit l'un, à avoir envers elle une attitude critique, dit l'autre, à se les sorties du crâne, dit le troisième, et la réalité actuelle s'effondrera. Ces rêves innocents et puérils, diese Unschuldigen und kindischen Phantasien, forment le noyau de la philosophie des jeunes hegéliens, etc. Dénoncer les rêves de l'humanité pour œuvrer à la transformation du réel, tel est bien en vérité le rêve partagé, sous des formes diverses mais apparentées, par Ludwig Feuerbach, le seul des trois auquel Marx et Engels reconnaissent une importance désenchante par rapport à la transformation au moins de la philosophie dans un sens matérialiste, Bruno Bauer et Max Stirner. La dénonciation des rêves, des représentations fausses, est à son tour dénoncée comme rêve, comme représentation fausse ou fantastique de la réalité et de sa propre réalité, et comme rêve innocent, en tant précisément qu'elle est elle-même porteuse d'un fantasme, d'une illusion d'efficacité. Les philosophes révolutionnaires allemands modernes, ainsi que l'écrivent un peu plus loin les auteurs, ressemblent à cet individu qui s'imaginait que les hommes ne se noyaient que parce qu'ils étaient possédés par l'idée de la pesanteur. Congédier cette idée comme superstition eût suffi dans leur esprit à écarter tout risque de noyade. Double dénonciation donc, de la nocivité de l'innocence. Les jeunes philosophes allemands dénoncent les effets et les méfaits dans la réalité des représentations fausses dont les hommes sont à la fois les auteurs, innocents, et les victimes, innocentes. Et à leur tour Marx et Engels dénoncent chez ces théoriciens l'illusoire et innocente conviction d'une efficacité transformatrice qui s'attacherait au fait de dénoncer une illusion idéologique en la considérant comme responsable d'un certain ordre de réalité. D'où trois indications majeures, qui seront posées ici comme autant de repères initiaux. 1. Pour Marx et Engels, dans ce texte précis, l'idéologie se tient tout entière dans l'élément de l'innocence. 2. La philosophie qu'ils analysent, critique illusoire des illusions idéologiques, se tient tout entière dans l'élément de l'idéologie. 3. Corollaire. La philosophie comme étant l'idéologie est innocente, et en tant que telle, nocive. Il importe donc d'en dénoncer l'illusion fondamentale, ce qui pourrait paraître faire tomber Marx et Engels sous le coup de leur propre critique, si de cette ultime dénonciation ne jaillissait précisément ce qui va rétablir le lien d'objectivité entre le discours théorique et le réel. La génération permanente du premier par le second, ou la production d'une idée du monde qui fasse droit à la production du monde des idées, par une instance existant et agissant dans le monde. On comprend sans difficulté, à travers cet enchâssement d'éléments critiques d'apparence si contradictoires, que la question dernière de l'idéologie allemande,
Et la première si on envisage ce texte comme une entreprise théorique à usage personnel. On sait en effet que, rédigé en 1845 à 1846, il ne sera publié par Engels, à partir d'un manuscrit quelque peu endommagé, que beaucoup plus tard, et celle qui porte sur l'efficacité réelle de la lutte idéologique. La très courte préface de l'idéologie allemande s'achève sur la parabole des noyés, qui est la parabole de celui qui croit aux effets réels de la croyance. Suit, dans le manuscrit, un groupe de paragraphes supprimés, une sorte de brouillon formant 7 alinéas que le rédacteur a rayés, après avoir tenté d'y préciser, anticipant sur la première partie, l'idée majeure dont elle constitue le développement. Je reproduis ici comme essentiel, en les marquant d'un chiffre, ces 7 alinéas supprimés. Aucune différence spécifique ne distingue l'idéalisme allemand de l'idéologie de tous les autres peuples. Cette dernière considère elle aussi que le monde est dominé par des idées, Ideen, que les idées et les concepts, Ideen und Begriff, sont des principes déterminants, que des idées déterminées, Bestimmte Gedanken, constituent le mystère du monde matériel, accessible aux philosophes. Hegel avait parachevé l'idéalisme positif. Pour lui, tout le monde matériel ne s'était pas seulement métamorphosé en un monde des idées, Innen Gedankenwelt, et toute l'histoire en une histoire d'idées, Innen Geschichte von Gedanken. Il ne se borne pas à enregistrer les faits de pensée, Gedankending, il cherche aussi à en analyser l'acte de production. Quand on les secoue pour les tirer de leur monde de rêve, Ibretraumwelt, les philosophes allemands protestent contre le monde des idées, Gedankenwelt, que la représentation du monde réel, Phys-IQ. Les criticistes allemands affirment tous que les idées, Ideen, représentation, Vorstellungen, concept, Begriff, ont jusqu'ici dominé et déterminé les hommes réels, que le monde réel est un produit du monde des idées, der Ideelenwelt. Cela a eu lieu jusqu'à l'instant présent, mais ça va changer. Ils se différencient par la façon dont ils veulent délivrer le monde des hommes qui, selon eux, gémiraient de la sorte sous le poids de ses propres idées fixes, ihrer Regnant fixen Gedanken. Ils se différencient aussi par ce qu'ils qualifient d'idées fixes, fixe Gedanken. Ils ont en commun cette croyance à la domination des idées, Gedankenherrschaft. Ils ont en commun la croyance que leur raisonnement critique amènera fatalement la fin de l'état de choses existant, soit qu'ils imaginent que leur pensée individuelle, ihre isolierte Denktätigkeit, suffira à obtenir ce résultat, soit qu'ils veuillent conquérir la conscience de tous. La croyance que le monde réel est le produit du monde idéal, Product der Ideeldenwelt, que le monde des idées, Welt der Ideen. Égarés par le monde hegelien des idées, Hegelsche Gedankenwelt, devenu le leur, les philosophes allemands protestent contre la domination des pensées, Gedanken, idées, Ideen, représentation, Vorstellungen, qui jusqu'ici, selon eux, c'est-à-dire selon l'illusion de Hegel, illusion Hegels, ont donné naissance au monde réel, l'ont déterminé, dominé. Ils déposent une protestation et périssent. Dans le système de Hegel, ce sont les idées Ideen, pensées Gedanken, concept, Begriff qui ont produit, déterminé, dominé, produisière, bestimmt, Beber RSCBT, la vie réelle des hommes, leur monde matériel, leur rapport réel, Relenverhältnis. Ses disciples révoltés lui empruntèrent ce postulat. Cette séquence d'amorces de développement théorique qui trouveront leur lieu dans le corps de l'ouvrage, et qui concernent tous la question centrale de la caractérisation de l'idéologie dans son être propre, c'est-à-dire dans l'illusion à l'intérieur de laquelle elle se manifeste d'une façon permanente, comporte quelques implications logiques simples que je me contenterai pour l'instant de formuler. A. Toute idéologie est un idéalisme. B. Il n'y a pas d'histoire des idées. Autre formulation que l'on rencontrera plus loin, l'idéologie n'a pas d'histoire. La croyance en l'existence légitime et réelle d'une histoire des idées est une croyance de l'idéalisme et relève du même ordre d'illusion que l'idéologie tout entière, dont elle participe. C. La nouvelle philosophie qui se donne comme une critique de l'idéologie se tient en réalité à l'intérieur du cadre imposé par l'illusion idéologique la plus puissante, la croyance en la domination des idées, ainsi qu'en l'efficience transformatrice sur la réalité d'un discours enrôlé sous la bannière de la critique des idées dominantes. À cet égard et au moment considéré, toute philosophie participe pour Marx et Engels de l'idéologie, c'est-à-dire de l'idéalisme. D. C'est le monde réel qui produit, détermine et domine le monde des idées, et non l'inverse. L'idéologie au contraire consiste
1. À croire que le monde réel est produit, déterminé et dominé par le monde des idées, illusion hegelienne. 2. À croire corrélativement que le monde réel changera sous l'impulsion donnée par une critique du monde des idées, illusion jeune hegelienne. Il s'agit bien entendu des deux faces de la même illusion. L'illusion de Hegel se définit comme illusion idéologique idéaliste, fondamentale, production, détermination et domination du réel par les idées. La philosophie allemande moderne n'a pas dépassé Hegel. Et en vertu de l'implication A, la philosophie n'a pas dépassé l'idéologie universelle, c'est-à-dire l'idéalisme. Une équation s'établit donc, dans le constat de Marx et d'Engels, entre idéologie, idéalisme et philosophie. G. Par voie de conséquence. Seule une démarche échappant à l'histoire des idées ainsi qu'à la philosophie de l'histoire, qui s'entre-détermine sur un mode circulaire, histoire des idées, idées sur l'histoire, et retournant aux faits, par opposition aux représentations, donnera accès à l'histoire réelle, scientifique, celle des déterminations objectives. Lorsque Marx et Engels, dans ce passage qui précède au début de l'ouvrage, leur réexamen des grandes étapes de la civilisation occidentale, écrivent que l'idéologie, et dans l'extension de ce concept multiplement défini, il faut inscrire l'ensemble des productions idéales et représentatives, morale, religion, métaphysique, philosophie, esthétique, mais aussi tout ce qui se rattache aux doctrines économiques, politiques, juridiques, etc., n'a pas d'histoire. Ils entendent signifier essentiellement deux choses. D'abord, c'est le thème principal développé brièvement par la préface et ses passages supprimés, que l'idéologie n'a nullement cette capacité d'agir sur le monde qu'elle revendique toutefois comme sienne en ne cessant de présenter l'ordre qui caractérise les sociétés historiques comme le résultat conforme, le produit déterminé d'un projet, transcendant, éthique ou rationnel, qui dépendrait exclusivement d'elle-même et renverrait à elle-même comme à l'instance responsable de son élaboration. La capacité de détermination à laquelle prétend à cet égard l'idéologie, qui veut faire croire, et croit elle-même, que la société humaine et ses formes historiques répondent à différents modes de pensée extérieurs et supérieurs à leur base matérielle, l'organisation de la production, et apte à les régir en s'y incarnant, relève pour Marx et Engels de l'illusion. Elle est une image inversée, retournée du réel, auf den Kopf, du sens des déterminations réelles, vom Himmel auf die Erde, et à ce titre, justifie l'emploi de la métaphore célèbre de la camera obscura, où l'image de l'objet se tient à l'envers, de la même façon que sur la rétine dans tout processus naturel de vision. Ce rappel du doublet analogique utilisé par Marx dans la caractérisation de l'illusion idéologique fondamentale appelle un certain nombre de remarques concernant l'analogie elle-même, et ce qu'elle peut révéler en elle-même de difficultés à saisir ce qu'elle tente à illustrer. Il convient premièrement de relever comme significatif le fait que, dans cet essai d'une caractérisation imageante de l'idéologie, le registre analogique emprunté à la technologie se double aussitôt d'un registre emprunté à la physiologie, c'est-à-dire à la nature. Double caractérisation, donc, artificialiste et naturaliste de l'idéologie. La problématique esquissée plus haut rencontre là l'un des premiers indices de son existence latente chez Marx. Il convient ensuite d'observer que la logique de l'analogie est elle-même problématique. En effet, Marx se livre ici à une comparaison entre la représentation idéologique définie comme illusion et l'image inversée de l'objet dans la chambre noire et sur la rétine. Or cette image inversée ne saurait être une illusion que si elle était perçue comme telle, ce qui n'est absolument pas le cas, puisque dans la perception oculaire, la surface rétinienne est simultanément le lieu de projection de l'image inversée et de son redressement. Il importe donc, si l'on ne veut pas dépouiller l'analogie marxienne de sa pertinence, de faire comme si l'homme accédait à la perception de cette image inversée, alors que c'est bien l'image redressée qui parvient à sa conscience dans chaque expérience perceptive normale. L'homme assujetti aux illusions idéologiques serait ainsi l'analogue d'une rétine dépourvue de ses connexions postérieures, et cependant doté d'une conscience, fausse comme on s'en doute. L'analogie avec la chambre noire, où l'œil de l'opérateur perçoit réellement le renversement des objets, est donc infiniment plus adéquate que celle de l'œil lui-même. Il y a fort à parier au demeurant que cette pertinence se renforce d'une cohérence critique à l'égard d'une certaine figure classique de l'histoire de la philosophie, la caverne platonicienne, comme je le montrerai plus loin.
L'idéologie est donc, en premier lieu, ce qui érée et impose l'illusion suivant laquelle le monde serait gouverné par des idées. La réalité remise sur ses pieds, c'est que ce ne sont nullement les idées qui déterminent l'ordre matériel des sociétés et les transformations qui y surviennent, mais que c'est à l'inverse, cet ordre matériel, cette base de l'organisation sociale, seule susceptible d'évolution historique et de changements significatifs, qui engendre dans sa dépendance l'ordre de la production idéologique. Je relèverai immédiatement un premier problème. Je viens d'énoncer que l'idéologie est d'abord ce qui crée et impose l'illusion d'une hégémonie des idées sur le monde, la société. J'aurais pu dire avec une égale exactitude que l'idéologie qui certes produit cette illusion, en même temps que d'autres, est elle-même cette illusion, et toutes les illusions qui en dérivent. Rien de décisif, en cet endroit du texte examiné dans son état total, c'est-à-dire en y intégrant les passages supprimés, ne permet de choisir, entre ces deux formulations possibles, celle qui dans la suite s'avérera éventuellement la plus pertinente. L'idéologie est à la fois produite et subie là même où elle est produite, sans qu'il soit permis pour l'instant d'assigner à sa production une origine intentionnelle ou volontaire, ni du reste aucune origine, distincte de la classe, dont elle exprime la domination. C'est dans cette mesure qu'il serait sans doute plus exact en ce point du texte, de la dire produite dans que produite par. Il me faut donc placer ici, afin que la problématique dispose de tous ces termes majeurs, la proposition centrale de la première partie comme d'ailleurs de l'ensemble, de l'idéologie allemande. L'idéologie dominante d'une société est celle de la classe dominante de cette société, dont les idées sont celles de sa domination. Si l'on considère que l'acte premier, et le plus englobant, de l'idéologie comme sphère des idées, est de se considérer elle-même comme premier moteur de l'organisation sociale, et si, traitant cet acte d'une façon marxiste à la lumière de la proposition précédente, on remet la réalité sur ses pieds en montrant que cette conviction résulte elle-même du fonctionnement d'une société où l'organisation de la production fait qu'en son sein une classe dominante produit et gouverne la sphère des idées, on aboutit à la conclusion suivante, l'illusion d'une hégémonie des idées sur le monde résulte d'une hégémonie réellement exercée par la classe dominante sur les hommes. Elle est un effet d'une domination réelle exercée par cette classe sur leurs conditions, leur activité et leurs rapports socio-matériels. Les idées qui accompagnent cette domination, et à travers lesquelles cette domination se pense elle-même dans les consciences des membres de la classe dominante, sont donc à juste titre désignées comme le reflet ou l'écho d'une telle situation de base et s'imposent à ce titre. En conséquence, l'idée selon laquelle les idées conduisent le monde, produit premier et spontané, dans l'ordre idéologique, de l'idéologie dominante elle-même s'auto-célébrant, appartient en propre à l'illusion idéocentrique naturelle de la classe dominante effectivement maîtresse de la sphère des idées. C'est ainsi qu'elle constitue l'explication la plus englobante de l'idéalisme philosophique, dont la pensée allemande, comme celle des autres peuples, c'est-à-dire naturellement toutes les autres sociétés fondées sur l'antagonisme des classes, n'est jamais parvenue à se dégager entièrement. L'idéologie est ainsi la partie imaginaire, illusoire et illusionnante d'un règne matériel effectif, dont elle est en même temps l'effet réel et le reflet fantastique, ou l'effet reflet réel et fantastique. L'extrême ambivalence de sa nature ne fait ici, on le constate, que se renforcer. Il faut donc ici admettre comme conforme à la lettre et à la logique du texte marxo-engelsien cette idée. L'idéologie d'une classe dominante qui en tant que telle maîtrise dans sa pratique économique et sociopolitique, l'organisation de la production, est pour cette classe elle-même l'image inversée de cette pratique qui lui est propre, un reflet ou un écho trompeur, bref, une illusion. Et simultanément, c'est en tant qu'image inversée par rapport à la réalité de sa pratique, qu'elle reste conforme à ce qu'elle doit naturellement en réfléchir. L'idéologie, dominante, il n'est ici question que d'elle, et donc l'illusion renversante de la classe dominante sur sa propre pratique. Et cette illusion consiste à se représenter cette pratique de domination et d'exploitation comme l'effet naturel ou la juste application de principes abstraits, transcendants, éthiques ou rationnels, appartenant de nature à la sphère intangible des idées. Une projection d'idées sur une réalité sociale que ces idées modèleraient l'idéologie dominante, toujours idéaliste et platonicienne. Le monde des idées a le pas dans l'ordre de l'origine comme dans celui de la dignité, sur le monde terrestre, terne jeu d'ombre et de copie. La première chambre obscure de l'histoire de la philosophie,
c'est la caverne du 7e livre de la République, où le monde réel est décrit comme un monde d'apparence, de simulacres sombres et éphémères, suspendu à l'existence lumineuse, intangible et éternelle des idées, source de toute réalité. Le philosophe idéaliste et représentant de la doctrine aristocratique grecque, Platon, dénonçait dans ce mythe l'illusion des hommes ordinaires qui croyaient en la réalité des apparences. Dans la métaphore de la chambre obscure, Marx dénonce à son tour l'illusion des philosophes idéalistes, et spécialement, de ceux d'entre eux qui entreprennent de démystifier les croyances ordinaires en s'imaginant qu'elles ont façonné l'ordre du monde. Entre ces deux chambres noires s'opère le renversement de la philosophie. Chez Platon, c'est l'idée qui est réelle et le monde qui est reflet. Chez Marx, c'est le monde qui est réel et l'idée qui est reflet. On n'écrit pas l'histoire du nombre, on n'écrit pas l'histoire d'un reflet. Il faudra donc retenir de ce premier examen de la notion d'illusion que c'est innocemment, et comme naturellement, que la classe dominante d'une société produit l'idéologie qui s'ajuste à sa domination, de même qu'il est naturel que cette classe elle-même vive son idéologie sur le mode de l'illusion qu'elle impose, c'est-à-dire comme vérité dominant et déterminant sa pratique. Il est ainsi permis de dire d'une manière générale, et en remettant à plus tard le moment de discuter, à partir du texte marxien lui-même saisi en d'autres occurrences de la catégorie de l'illusion, cette proposition et ses conséquences, que le statut de l'idéologie chez le Marx de l'idéologie allemande, en accord avec l'idée de l'illusion naturelle contenue dans la thématique du reflet, est bel et bien un statut d'innocence. Ensuite, et d'une façon liée, ce que Marx et Engels entendent signifier en déclarant que l'idéologie n'a pas d'histoire, c'est qu'elle n'a pas d'aptitude propre à s'auto-engendrer et à produire pour elle-même, d'une manière autonome, un déterminisme purement interne suffisant à expliquer toute éventuelle mutation de ses formes historiques. Seule, comme on l'a vu, et la réitération de ce thème au début de l'idéologie allemande induit une certaine redondance parallèle du commentaire, la base matérielle due la vie sociale exerce un déterminisme effectif sur le devenir réel de la société et de ses productions idéologiques saisies dans leur ensemble, l'idéologie dominante étant l'expression, écho ou reflet des idées de la classe dominante, en accord avec son point de vue, sa pratique et la préservation de son rôle et de ses intérêts. 2. L'idéolatrie et son modèle. On comprendra sans difficulté l'importance théorique et pratique qui s'attache au fait de décider si, eu égard à son mode d'élaboration, l'idéologie possède ou non, dans le marxisme, un statut d'innocence. Pour avancer dans cette recherche qui doit déterminer en principe toute position instruite face à la question cruciale de la lutte idéologique, il sera nécessaire d'étudier l'usage qui est fait, dans le texte et dans le contexte philosophique de l'idéologie allemande, de la notion d'idolâtrie. Elle est présente au seuil même du texte, dès ces premières lignes que je citais en commençant, et où les jeunes philosophes allemands, résumés par Marx, évoquent les hommes victimes d'illusions qu'ils ont eux-mêmes élaborées, ces hommes créateurs qui se sont inclinés devant leur propre création. Ces lignes constituent d'emblée l'indice majeur du lien qui unit les idées des jeunes hégéliens aux théories développées au cours du siècle précédent sur l'origine des cultes idolâtriques. J'ai montré ailleurs, Thor, 1978-1981, quelle a été l'importance de ce problème dans l'histoire de la pensée politique en Europe à l'époque des Lumières. La reprise détaillée de cette démonstration, et l'analyse de l'immense débat ouvert depuis le XVIIe siècle autour de la détermination de l'origine et des causes de l'idolâtrie dans le paganisme, ainsi que de ses relations avec les phases de l'évolution morphologique des systèmes d'écriture, serait un trop long détour pour parvenir à la problématique précise du texte marxo-engelsien, mais j'insisterai ici sur le fait que certains de ces aspects principaux constituent la voie la plus sûre pour y introduire, aussi devrais-je approfondir quelque peu, suivant en cela une incitation qui se précise au fil du texte marxien lui-même, dans le second chapitre de cet essai. Afin pour l'instant de fixer un peu mieux, et comme par anticipation, l'idée de ce rapport étroit et surdéterminé entre idéologie et idolâtrie, l'idéologie se trouvant dénoncée par les jeunes philosophes allemands comme idolâtrie, et l'illusion de ces mêmes philosophes se trouvant à son tour dénoncée par Marx et Engels comme idéolâtrie, je soulignerai ici, à titre d'exemple significatif, le rapport d'intense analogie qui apparaîtra entre un thème marxiste aussi fondamental que celui du fétichisme de la marchandise, né de l'effacement des apostrophes. Une mémoire,
celle du travail productif qui constitue sa genèse matérielle, et la théorie 18e de la naissance de l'idolâtrie comme suite naturelle de l'oubli de l'origine réelle de figures représentatives indûment apothéosées. De simples affiches, renvoyant à l'univers strictement matériel des activités productives de l'agriculture et des mouvements saisonniers. Or, malgré son étendue et sa complexité, la question de l'origine des idoles peut être envisagée sous l'angle d'une approche anthropologique relativement simple questionnant son rapport au pouvoir politico-sacerdotal. C'est en effet sous une forme nettement disjonctive qu'elle se trouve posée au XVIIIe siècle. Ou bien les idoles sont des figures mystérieuses intentionnellement destinées par les prêtres égyptiens dans la plupart des cas, à maintenir le peuple dans l'obéissance, ce qui en même temps présuppose l'existence de leur caste et la conditionne, ou bien elles sont la dérive énigmatique naturelle, de figures au sens originairement transparent, de figures simplement représentatives que l'apostrophe. L'évolution générale du système et de la connaissance de l'écriture, passage au code phonético-alphabétique et oubli corrélatif du sens premier des figures iconographiques, a retiré à la compréhension populaire, devenue incapable de dépasser l'image pour en atteindre le sens, et réduite à la fréquentation bornée, terme déjà rencontré chez Marx, et superstitieuse, terme qui va apparaître un peu plus loin sous sa plume, de symbole qu'un défaut de la mémoire généalogique a métamorphosé en cause efficiente et transcendante des apostrophes. Un certain ordre de réalité. Les anciens symboles représentatifs seraient ainsi progressivement, et non par institution, devenus hermétiques à la conscience populaire, par oubli de leur référence aux réalités sociales matérielles qui leur correspondaient dans l'origine, et d'abord aux opérations relatives à l'agriculture, liées au cycle du calendrier. Cette version de la naissance de l'idolâtrie présuppose elle aussi l'existence d'une caste de scribes, prêtres astronomes maîtres de la connaissance des temps et de l'affichage public des symboles, investis déjà d'un pouvoir d'indiction, de gouvernement et de police, caste qui aurait peu à peu, et non pas initialement confisqué à son profit la mémoire de l'ancien code tout en se mettant insensiblement, c'est là un point indécidable et inévitablement hypothétique, à partager les superstitions idolâtriques favorisées et entretenues par l'apostrophe. Activité de ses membres. Quelle leçon majeure peut-on tirer de ces deux interprétations de la généalogie des idoles ? Dans la première, il ne saurait être question de voir dans l'idolâtrie autre chose qu'un instrument de rétention élitaire du savoir et du pouvoir. C'est la thèse développée au XVIIIe siècle par le jésuite Athanasius Kircher, Oedipus Aegyptiacus, Romae, 1652 à 1654, 4 vols, essentiellement le vol. 3. Theatrum Hieroglyphicum, qui rattache l'invention des hiéroglyphes, écriture sacrée, à l'institution globale d'un hermétisme scientifique destiné à réserver à une caste d'initiés l'ensemble des savoirs nécessaires au gouvernement de la société. Or cette thèse était alors si puissamment et systématiquement exposée, expliquant suivant le même principe du secret l'origine de l'idolâtrie, celle de l'écriture et celle de la rhétorique, que le christianisme lui-même, du fait de l'usage du langage figuré et d'une certaine forme d'hermétisme dans la parole de Moïse et dans l'enseignement même du Christ et des apôtres, ne se trouvait pas excepté de ces conséquences, dont la plus extrême et la plus grave était qu'il n'y a pas de religion innocente, c'est-à-dire entièrement débarrassée en son origine, d'intentions politiques s'exprimant à travers de secrètes manipulations dans le champ des symboles, du langage et de la croyance. Ce sont précisément ces conséquences extrêmes qui motivèrent la réaction théologienne, qui fut au siècle suivant celle des historiens chrétiens des inscriptions et des religions païennes, lesquels se firent un devoir de renverser la thèse kirchérienne afin de soustraire son argumentation à l'usage qu'en pouvait faire l'anticléricalisme de certains philosophes. D'où la seconde version corrective, de l'origine des croyances et des cultes idolâtriques. Les figures de l'ancienne écriture représentative, originairement claires et innocentes, dans leur renvoi figuratif à des signifiés matériels qui leur étaient directement associés, se serait progressivement obscurci dans la conscience populaire par suite de la substitution dans l'usage courant des apostrophes. Un symbolisme de moins en moins iconographique, dont la simplification au niveau des tracés devait normalement conduire à une désuétude et à un abandon des anciens caractères à base pictographique, avant que l'invention ultime de l'alphabet ne vînt oblitérer une fois pour toutes, dans la compétence et la mémoire sémiotique du peuple, la signification de l'ancienne. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.